Allez, bonjour à tous et bienvenue, donc nouvelle vidéo, cette fois-ci c'est sur la plus-value, donc une vidéo qui est être plus longue que d'habitude, vous allez m'excuser, il y a quasiment 40 slides, 40 diapos, donc on va commencer vraiment crescendo, on va commencer par quelque chose de relativement simple, donc pour les confirmer, je vous conseille d'avancer la vidéo, pour ceux qui n'ont vraiment aucune notion, regardez bien les étapes une par une. Je ferai également une deuxième vidéo à ce sujet, tout simplement pour les calculs, là c'est vraiment que, on va dire la version théorique. La question pratique, ça sera pour une prochaine vidéo. Donc on va commencer dans un premier temps par définir ce que c'est la plus-value, comment ça marche, comment ça fonctionne, et puis après on verra quasiment 10 cas d'exonération. Certains sont connus, certains plutôt méconnus. Voilà, qu'est-ce qu'on va voir durant cette petite vidéo. Allez hop, on commence, on enchaîne. Donc aujourd'hui au niveau de la taxation des plus-values, il y a trois régimes. Le premier régime, ça va être tout simplement les plus-values immobilières des particuliers. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Et après, il y a deux autres options, deux autres cas. C'est les plus-values justement sur les valeurs mobilières ou les plus-values professionnelles. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une plus-value immobilière? Donc, lorsque vous vendez justement un bien immobilier dont vous êtes propriétaire, on va tout simplement faire la différence entre le prix de vente du bien et le prix d'acquisition. Bien sûr, on va voir, le but du jeu en fait, c'est de diminuer au maximum ce prix de plus-value entre guillemets brut afin justement de limiter la taxation. On verra ça prochainement. On va voir aujourd'hui quand on parle de plus-value, c'est-à-dire un gain, c'est-à-dire que c'est positif. Donc il y en a qui sont pas contents, oui, je paye beaucoup d'impôts sur ma plus-value, oui, mais déjà vous êtes dans le positif. Aujourd'hui, il ne faut pas oublier, dans l'immobilier, on ne parle pas beaucoup, mais il existe aujourd'hui une perte de valeur, c'est-à-dire une moins-value. Donc plus-value, on est dans le positif, donc c'est cool, ok? On va voir ça sur un petit cas pratique. Alors, petit exemple très simple. Donc imaginons, demain, voilà, vous achetez un logement au prix de 100 000 euros dont vous êtes propriétaire. Vous le revendez par la suite au prix de 120 000 euros. Donc on est bien d'accord, lorsqu'on va faire justement la différence entre le prix de vente et le prix d'achat, on obtient bien une plus-value de 20 000 euros. Donc ça, c'est une plus-value. Par contre, si vous revendez évidemment moins cher, on va être sur une moins-value. Donc dans ce cas-là, deuxième exemple, si on le revend à 90 000 euros, on va avoir une moins-value de 10 000 euros. Donc voilà, déjà différence moins-value, plus-value. Je vous dis, on commence crescendo, simple, vraiment option débutant. Alors comment la plus-value va être taxée? Donc on va voir que cette plus-value va être soumise justement à deux types de taxation. La première, ça va être l'IR, l'impôt sur le revenu, à 19%. Deuxièmement, on va voir les prélèvements sociaux à 17,2%. En fonction, bien sûr, du temps, on va voir un abattement avant celui-ci. Je vous ferai notre vidéo à ce sujet-là, cas pratique. Mais souvenez-vous qu'aujourd'hui, plus-value, IR, 19, PS, prélèvements sociaux, 17,2%. Premièrement, on va voir le champ d'application de la plus-value immobilière. C'est-à-dire dans quel cas on va voir payer entre guillemets ou on va faire effectuer une plus-value immobilière. Alors, le champ d'application de la plus-value immobilière, donc ça a concerné tout simplement une vente d'un bien immobilier. Bon, ça semble logique, donc type appartement, maison, terrain et également forêt. On a également tout ce qui est droits qui sont attachés à un bien immobilier, tels que les servitudes, l'usufruit, nue propriété, par exemple. On va également avoir, lorsqu'on va vendre un bien par l'intermédiaire d'une SCI, la fameuse SCI que aujourd'hui tous les gourous aiment bien en parler, on fera des vidéos à ce sujet-là par la suite, donc société civile immobilier. Bien sûr, il faut que celle-ci soit non soumise à l'impôt sur les sociétés. Point très important. Donc no AIS. Deuxièmement, on va voir également, c'est le cas sur tout ce qui est FPI, c'est-à-dire les fonds de placement dans l'immobilier. Et dernier point, tout ce qui est échange de biens, partage ou apport en société va rentrer évidemment dans le champ d'application de la plus-value immobilière. Alors maintenant, moment important de la vidéo, je sais qu'il y en a beaucoup qui attendaient ce petit moment-là, mais quelles sont aujourd'hui donc les exonérations prévues par la loi pour une plus-value? Alors donc les principales exonérations d'impôt sur la plus-value immobilière sont liées à différents éléments. Le premier point, c'est les caractéristiques du bien cédé. Deuxièmement, la situation du vendeur. Et troisièmement, la situation de l'acquéreur. Ok, donc on va voir étape par étape. Allez, première grande partie, les caractéristiques du bien cédé. Alors les parties, évidemment, on va commencer par la résidence principale. Alors qu'est-ce que c'est qu'une résidence principale? Donc d'un point de vue légal et fiscal, la résidence principale correspond au lieu d'habitation au 31 décembre de l'année de perception des revenus. C'est ce que souligne justement le Code général des impôts à l'article 10. Alors maintenant on va voir différents cas. Donc on est totalement exonéré bien sûr dans le cas d'une résidence principale. Il ne faut pas également oublier qu'on a le même cas pour les différentes dépendances au sein de la résidence principale, comme par exemple cave, garage, place de stationnement, etc. Alors j'ai mis un petit astérix, c'est normal, on verra par la suite, parce que c'est pas forcément vrai à 100%. Deuxièmement, en cas justement de divorce, alors évidemment lorsque vous signez un contrat de mariage, c'est bien dans un premier temps de le comprendre, 90% des gens signent un contrat de mariage, mais ils ne savent pas dans quoi ils s'engagent. Évidemment, dans la rupture, là, l'amour il n'y en a plus. Par contre,
si on peut éviter une petite plus-value, tout de suite, on s'aime un petit peu quand même. On va trouver un petit terrain d'entente. Donc dans ce cas-là, il faut tout simplement que l'un des ex-conjoints, donc marié, pacsé ou concubin, ait tout simplement occupé le logement jusqu'à sa mise en vente. Donc reprenons le cas justement de la RP avec ses différentes dépendances. Donc la cession sera justement exonérée. On va voir qu'est-ce que c'est qu'une cession dans le prochain slide juste après, à condition que leur cession intervienne simultanément avec celle des dits de l'immeuble en question. Donc c'est-à-dire qu'il faut vendre bien sûr tout en même temps. On va pas faire un petit coup, allez hop, un petit parking dans un premier temps, puis par la suite la résidence principale. Non, il faut que ça soit vraiment en même temps. On va voir également qu'il y a un autre facteur à prendre en compte, c'est notamment la distance. Donc le prix de cession, qu'est-ce que c'est? Donc c'est tout simplement le prix qui est indiqué dans l'acte, qui est majoré dans certains cas justement via les charges et minoré. Bien sûr, il faut des justificatifs. On verra ça par la suite. Le but du jeu, comme je vous le répète, c'est vraiment d'avoir le prix entre guillemets de cession le plus petit possible. Donc, avec les frais d'agence, les diagnostics, par exemple, mais également les travaux, en fonction, on pourra le faire, on pourra le diminuer. Alors, évidemment, il y a des différentes règles, comme le forfait travaux. Dans quel cas, on verra ça dans la prochaine vidéo. Mais le but du jeu, c'est vraiment de faire diminuer le prix de cession afin tout simplement de payer, on va dire entre guillemets, le moins d'impôts possible. Donc je reviens sur la notion justement de dépendance. Donc on reprend, lorsqu'elle est rattachée à une RP, pourquoi pas. Bien sûr, il faut que ce soit vendu en même temps. Par contre, il y a deux autres facteurs à prendre en compte, notamment la distance. Il faut que celle-ci soit inférieure à 1 km. Donc si vous avez un parking qui est, on va dire, à plus d'1 km, ce n'est pas possible. On se met d'accord. Deuxièmement, pour les chambres de bonne situées dans le même immeuble, dans la même copro que la résidence principale, alors ça sera bien sûr exonéré. Voilà, il ne faut pas être trop gourmand non plus. Donc 1 km pour tout ce qui est garage, box, ainsi de suite, et chambre de bonne dans la même copro. Allez hop, un autre petit cas entre guillemets, pas spécial, mais qui rentre dans la résidence principale, mais qui est un cas assez particulier, donc c'est les biens à usage mixte. Alors qu'est-ce que c'est que les biens à usage mixte? C'est par exemple le cas d'un coiffeur, c'est-à-dire qu'il va avoir son activité professionnelle au rez-de-chaussée, donc son salon de coiffure, et à l'étage, c'est tout simplement son lieu d'habitation. Donc dans ce cas-là, c'est seule la partie habitation qui va être exonérée d'impôt. Par contre, celle du rez-de-chaussée, non, il ne faut pas confondre les deux, milieu pro et milieu perso. Deuxième cas également, lorsqu'un contribuable, une personne qui va résider justement 6 mois dans un endroit et 6 mois dans un autre, on va dire, ouais, mais la résidence principale, c'est laquelle? Est-ce qu'on peut choisir? En fait, non, c'est celle que bien sûr la personne en question bénéficie des abattements en matière de taxes d'habitation. Allez, encore une petite exception, donc cette fois-ci sur les logements de fonction. Donc des époux qui sont titulaires par exemple d'un logement de fonction, qui constituent leur RP, leur résidence principale, par exemple les fonctionnaires tels que les gendarmes, prenons l'exemple, et bien aujourd'hui, si le conjoint et les enfants sont titulaires d'un logement de fonction, mais qu'effectivement il aujourd'hui vit dans une autre habitation, cette dernière peut être considérée comme une habitation principale du foyer. Allez, on continue. Donc cette fois-ci, c'est les immeubles en cours de construction. Donc un immeuble en cours de construction ne constitue pas au moment de sa vente la résidence habituelle et effective entre guillemets du cédant. Elle ne peut donc en principe bénéficier de l'exonération prévue par les différents. Donc comme d'habitude, je vous cite les articles en question. On va voir que toutefois, il y a deux conditions. Donc voici les deux conditions suivantes. Donc il est admis que l'exonération prévue en faveur justement des résidences principales tout simplement s'applique. Donc, premièrement, il faut apporter la preuve que l'immeuble cédé est destiné à l'habitation principale. Deuxièmement, il faut absolument que les propriétaires du logement qu'ils occupent durant la construction de leur future habitation ne soient pas propriétaires. Ils ne doivent surtout pas. Donc, c'est-à-dire à côté, ils ont tout simplement une petite location durant la construction de leur future résidence principale. Donc, on a vu maintenant tout ce qui était, on va dire, via la résidence principale. J'essaie vraiment de prendre les cas qui arrivent le plus souvent. Maintenant, on va voir justement les différents types d'exonération qui existent en plus de la résidence principale. Donc toujours dans les caractéristiques du bien cédé, on va voir bien sûr les biens qui sont détenus pendant plus de 22 ans. Donc ils sont exonérés juste au titre de l'impôt du revenu, donc c'est-à-dire à 19%. Par contre, les PS, donc les prélèvements sociaux, ne sont pas exonérés. Ils sont exonérés bien sûr à partir de 30 ans. Donc à partir de 30 ans, on ne paye plus rien. Allez, toujours dans les caractéristiques du bien cédé, donc troisième type d'exonération, donc on a les prix de cession qui sont inférieurs à 15 000 €. Donc généralement, c'est le cas notamment des parkings, des box, ainsi de suite. Donc il est judicieux aujourd'hui de vendre plutôt différents biens, on va dire, seul que groupé. Je m'explique, aujourd'hui, si vous avez, je sais pas moi, 3 parkings, vaut mieux les vendre inférieurs à 15 000 € que faire une seule vente pour 30 000 €. Non, vaut mieux faire un par un, donc un à 15 000, un à 15 000, qu'une seule vente à 30 000. Pourquoi? Parce que à 30 000 € de parking, on va être imposé sur la plus-value.
Bien sûr, ça dépend du nombre d'années de détention, mais dans l'absolu, on va être imposé. A contrario, si vous vendez un parking qui est inférieur à 15 000 euros, l'autre également, et bien dans ce cas-là, on ne va pas payer la plus-value. Bon, là, on va rentrer sur quelque chose d'un peu plus technique, on va aller un peu plus vite, parce que je pense pas que ça va concerner beaucoup de personnes, mais voilà, c'est des immeubles échangés dans le cadre d'opérations de remembrement. Alors, qu'est-ce que c'est que le remembrement? Je vous mets une petite définition, mais tout simplement, c'est pour regrouper en un seul tenant, généralement, des parcelles, ok? Le but, c'est faciliter l'exploitation des terres. Mais voilà, dans ce cas-là, on est également aujourd'hui exonéré. Cinquièmement, vous êtes donc aussi exonéré en cas de vente d'un autre logement que votre RP, votre résidence principale. Bien sûr, si vous devez respecter deux conditions suivantes. Premièrement, il faut que tout simplement que la personne en question n'a pas été propriétaire de sa résidence principale au cours des 4 dernières années précédant la vente. Ok, ça c'est important. Donc on a vu qu'est-ce que c'était qu'une résidence principale. Regardez le début de la vidéo, je l'ai mentionné, je définis ce que c'était qu'une résidence principale. Deuxièmement, il faut qu'il remploie justement le prix de vente, donc en totalité ou partiellement dans les 24 mois qui suivent justement l'achat ou la construction d'un logement qui va être considéré comme une future résidence principale. En cas de remploi justement partiel du prix de vente, la plus-value est exonérée à la hauteur de la différence entre le montant du remploi et justement le prix de cession, ce qui paraît également logique. Allez, on continue. Donc cette fois-ci, donc le sixième exemple de cas d'exonération, donc ça va être le cas d'une vente d'un droit de surrévélation. Donc jusqu'au 31 décembre 2024, on va pouvoir être exonéré. Donc qu'est-ce que c'est que le droit de surélévation? Je vous ai marqué une petite définition, on ne va pas rentrer dans le détail, c'est pas le sujet de la vidéo, mais c'est tout simplement un droit réel d'édifier justement une construction qui va prolonger verticalement les façades d'un immeuble préexistant. Alors est-ce qu'il faut un PC, un permis de construire ou une DP, une déclaration préalable? Ça, je vous laisse regarder de votre côté, c'est pas le sujet de la vidéo. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas, je ferai une vidéo à ce sujet. Donc on a vu dans une première partie justement les différents types d'exonération justement qui caractérisent le bien entre guillemets cédé. Cette fois-ci, on va voir les différentes exonérations liées aux vendeurs. Et puis après, on terminera justement les exonérations liées tout simplement à l'acheteur. Alors voici les différents cas, c'est un petit sommaire, les différents types d'exonération liés aux vendeurs. Alors je sais que certains vont dire, moi je suis pas handicapé, je suis pas vieux. Oui, très bien, mais on a tous dans notre famille, soit une grand-mère, grand-père, également pourquoi pas notre maman, ainsi de suite, qui peuvent rentrer dans ces différents cas de figure. Et c'est bien à connaître parce que vous allez voir, on peut éviter de payer certaines dizaines de milliers d'euros lorsqu'on va rentrer dans ces différents cas. Donc comme d'habitude, la connaissance c'est le plus important. Ok, donc on va vite fait aujourd'hui passer en revue ces différents cas. On ne va pas forcément rentrer dans le détail car c'est technique. Si vous voulez davantage d'informations, moi je mettrai tout simplement les liens que j'ai utilisés pour réaliser cette vidéo dans la description. Et après, je vous conseille fortement de vous rapprocher notamment de votre notaire, qui est tout simplement un officier public. Donc là, ça va être un peu plus technique, un peu plus complexe, un peu plus de chiffres, mais vous inquiétez pas, c'est pas très compliqué. Donc dans les deux cas, si vous êtes touché par une pension de vieillesse ou une carte de mobilité inclusion, donc CMI, vous êtes concerné donc par ce cas de figure. Il faut absolument que vous ou votre conjoint touche une pension de retraite ou de réversion. Alors vous êtes concerné. Donc vous êtes exonéré, premier cas de figure, si votre revenu ne dépasse pas justement 11 885 euros. Donc ça va changer chaque année. En fonction de quand vous regardez la vidéo, ça va varier, ok? Mais généralement ça ne varie pas non plus de beaucoup, mais regardez bien, est-ce que les différents seuils varient chaque année. Encore une fois, je ferai une vidéo sur l'impôt sur le revenu, mais voilà, on va calculer en fait le QF, c'est le quotient familial, ça va être tout simplement votre impôt de revenu divisé par le nombre de parts au sein de votre foyer fiscal. Et troisième point, vous devez surtout ne pas être soumis à l'IFI, c'est-à-dire avoir un patrimoine immobilier supérieur à 1,3 million d'euros. Bon, généralement, si entre guillemets vous ne dépassez pas 11 885, il est très rare que vous dépassez justement, que vous êtes soumis à l'IFI. Alors toutefois, petit aparté, voilà, les montants sont différents dans les DOM. À chaque fois, c'est différent. Il faut se renseigner. Pareil, c'est de plus en plus complexe. Je vais pas faire une vidéo parce que là, on rentre dans des cas très précis. Voilà, ce que je vous conseille, checkez les liens que je mettrai en description si vous êtes concerné dans les DOM. Allez, on continue. Donc, si vous résidez justement dans un établissement d'accueil de personnes âgées ou une personne entre guillemets adulte handicapée, alors vous êtes concerné. Par exemple, personne âgée, c'est tout ce qui est EHPAD. Entre-temps, j'espère que personne n'investit sur Orpea ou Corian, car sinon l'investissement n'est pas super. Bon, je refais ma parenthèse. Dans ce cas-là, donc, si vous résidez dans un établissement d'accueil handicapé ou personne âgée, vous êtes exonéré, bien sûr, si vous respectez justement 3 conditions.
ok, de vente en cas de votre justement ancienne résidence principale. Donc ça c'est un cas important, je pense, qui peut justement concerner beaucoup de personnes, car généralement on a tous une famille, et puis malheureusement on va tous passer par la case entre guillemets vieillesse, hein, état entre guillemets légumes, hein, ça veut dire ça, mais c'est un peu ça. Donc on va justement bien détailler ces différents points. Donc les trois conditions, les voici. Ok, donc premièrement, votre revenu ne doit pas dépasser donc 27 891, ok. Donc je rappelle, hein, c'est pour cette année, au moment que la vidéo sort. Plus tard, les plafonds risquent de changer et d'évoluer. Donc, renseignez-vous bien au niveau des différents montants. Ok. Deuxièmement, il faut que votre ancienne résidence principale doit être vendue dans un délai de 2 ans après votre entrée dans l'établissement. Alors là, je sais que c'est pas évident, hein, parce que on a envie de bien faire les choses, on prend notre temps, ainsi de suite. Mais pensez également à la plus-value, à la revente. Je m'explique. Des fois, il est peut-être plus judicieux de baisser le prix pour que le bien en question, malheureusement, parte plus vite, hein, qu'on soit d'accord. Donc c'est bien pour l'investisseur ou pour la personne qui l'achète. Mais derrière vous n'allez pas être forcément, entre guillemets, impacté par la plus-value. Il faudra justement peser le pour et le contre. Si on baisse le prix et qu'on rentre bien dans les trois conditions, dans les deux autres conditions, si on baisse le prix, entre guillemets, notre bien immobilier, alors on va pouvoir être exonéré justement d'impôt sur la plus-value, et donc avec un calcul, des fois c'est beaucoup plus avantageux. Donc voilà pourquoi ça je le mentionne, c'est point important. Faites attention à ce cas de figure qui pour moi, on va dire, arrive relativement souvent. Donc il y a bien un délai de 2 ans à respecter. Il faut évidemment que la résidence principale ne doit pas être occupée, louée ou prêtée, sauf évidemment au conjoint. Et évidemment, il ne faut pas que la personne en question soit soumise à l'IFI, c'est-à-dire l'impôt sur la fortune. Bien sûr, comme d'habitude, je l'ai déjà répété, mais je le répète, on ne sait jamais si vous n'êtes pas arrêté sur la vidéo, mais soumis, donc c'est inférieur à 1,3 million d'euros patrimoine immobilier. Et les derniers points, dernier cas, justement, c'est l'exonération qui va être liée en fait tout simplement à l'acheteur, ok? Alors, il existe 3 types d'exonération justement liés à l'acheteur. Donc, le premier type, ça va être lorsque le bien sera vendu directement ou indirectement à un organisme en charge du logement social. Excusez-moi, là c'est la fin de la vidéo, je bug un peu. Donc comme d'habitude, il y aura une petite deadline à checker. Là, on est jusqu'au 31 décembre 2023. Donc si vous regardez la vidéo plus tard, peut-être que la date a également changé ou tout simplement a été repoussée. Deuxième cas, c'est lorsque le bien va être vendu à un opérateur privé, mais celui-ci également s'engage à achever des logements sociaux. Comme d'habitude, il y a une deadline aussi à checker. Et troisième point, je souhaite à personne, mais lorsque le bien va être exproprié, à condition bien sûr que l'intégralité ou l'indemnité de l'acquisition ou de la construction sera justement pour un ou plusieurs immeubles. Encore une fois, il y a un délai de 12 mois. Alors la vidéo est finie pour aujourd'hui. Ceux qui souhaitent avoir le PDF, je le mets à disposition gratuitement. Hein. Ce sera tout simplement un lien à cliquer dans la description. Ce sera du Google Drive, enfin le truc de stockage là, voilà, gratuitement. Donc vous cliquez, il n'y aura pas d'inscription, pas d'adresse mail, ne vous inquiétez pas. Deuxième point aussi, s'il vous plaît, donc afin de me soutenir, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager la vidéo, et également mettre un petit commentaire si ça vous a plu ou si vous avez tout simplement des questions sur cette vidéo là. Bon, je vous remercie. Allez, ciao, bye bye.